Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ce rendez-vous inédit. On va démarrer, même si certaines et certains d'entre vous s'installent tranquillement en salle. Rendez-vous inédit à l'occasion de cette 5e édition des Universités d'été de l'économie de demain. Startup cherche Business Angels à Impact. C'est le nouveau format phare proposé en partenariat avec Impact Business Angels et le mouvement Impact France. Alors peut-être que ce format vous semble familier et vous rappelle une émission qui existe déjà, mais ne vous méprenez pas. Ici, vous allez découvrir des projets qui, chacun à leur niveau, contribuent à changer le monde. Et puis aussi, important, nous avons la crème de la crème des Business Angels à Impact. Dans un instant, sur cette scène, vous allez découvrir 6 startups qui vont venir pitcher leur projet devant un jury d'expertes et d'experts qui se prononceront ensuite sur des intentions d'investissement. Mais juste avant de démarrer, j'ai à mes côtés Axel Pogam, tu es délégué général d'Impact Business Angels. Axel, en quelques mots, est-ce que tu peux peut-être nous préciser quelle est la spécificité de votre réseau et qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous associer aux UED et puis au mouvement Impact France pour créer et proposer ce format? Je te laisse la parole. Merci beaucoup Caroline et bonjour à toutes et tous, ravi d'être là. Alors pour répondre à la question, donc Impact Business Angels, c'est un réseau associatif de Business Angels qui va soutenir exclusivement des projets à impact en phase d'amorçage. Donc qu'est-ce qu'on entend par là concrètement? C'est une cinquantaine de membres qui vont analyser, vont sourcer, vont accompagner ensuite des projets à impact, des entreprises commerciales en phase d'amorçage, donc qui lèvent quelques centaines de milliers d'euros pour leur développement. Et pour répondre à ta deuxième question sur pourquoi ce format, en fait, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on échange avec les équipes du mouvement Impact France et on avait quelques idées en tête. La première, c'était effectivement mettre en valeur des super projets à impact et également des investisseurs et des communautés d'investisseurs à impact. Mais c'était aussi et surtout montrer un petit peu les coulisses de qu'est-ce que ça veut dire vraiment analyser un projet quand vous êtes un business angel. Voilà, sur LinkedIn, dans des articles de journaux, à la télé, vous pouvez voir des personnes qui en 3 minutes 30 vous disent je mets 100 000 euros sur un projet contre X% du capital. En fait non, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Il faut creuser un peu le sujet, il y a plein de questions, c'est des interactions, ça met du temps. Ça met pas 2 semaines, ça peut mettre des mois justement à creuser. Donc là, c'est ce qu'on a envie de montrer aujourd'hui. Ce qu'on a envie de montrer aussi, c'est que parfois il peut y avoir des conflits d'intérêts. Donc justement, les investisseurs seront invités à dire non, sur ce projet-là, peut-être que je peux pas m'exprimer parce que si, parce que ça. C'est aussi cette volonté de vraiment montrer plusieurs typologies de projets au sein de l'impact, pas que des projets à impact environnemental, aussi des projets à impact social, des projets qui mixent les 2 types d'impact. Et à ce titre, et je pense que je vais terminer là-dessus, pour tenir le timing, on va demander à chaque projet qui va pitcher, à chaque équipe fondatrice, de présenter à la fois la métrique d'impact qu'ils vont suivre pour que ce soit effectivement très concret et également, puisqu'on parle d'entreprise commerciale, quelques chiffres juste pour situer qu'est-ce qu'on entend aussi en termes d'amorçage. Donc voilà, quel montant vous recherchez, quelle fourchette de valorisation vous recherchez, sachant que ce ne sera pas fixé à la fin des 3 minutes de pitch, et quel chiffre d'affaires les entreprises réalisent pour aussi situer le niveau dans lequel vous êtes. Voilà. Caroline, je te laisse la parole. Merci beaucoup Axel, je sais que tu n'es pas loin, tu restes avec nous en salle. On va pouvoir démarrer, je vais te piquer le micro, ne repars pas avec. Je vais en avoir besoin après. Merci beaucoup. Alors, il est temps de découvrir notre jury d'experts qui est déjà sur scène, vous l'avez remarqué. J'ai le plaisir de vous présenter, pour commencer, Arnaud Giraudon. Peut-être que voilà, comme ça on t'identifie tout de suite. Alors Arnaud, tu es business angel indépendant, tu es membre entre autres d'Investir et Plus, qui est une structure d'investissement Impact First et Evergreen, exclusivement financée par des entrepreneurs, également de Ring Capital et de Anaxago. Tu as aussi, je précise, été dirigeant dans la FinTech et notamment fondateur de la banque en ligne Fortuneo. À tes côtés, tu as Isabelle Jacquet. Bonjour Isabelle.
Isabelle est business partner et investisseuse. Elle est notamment Business Angels, membre de PBA, Paris Business Angels, et au comité d'investissement de l'ITA.co. Eva était là juste avant, plateforme de référence en investissement durable qu'elle représente donc aujourd'hui. Isabelle, tu es aussi spécialisée dans le secteur de la food for good ainsi que dans les marchés B2C, donc business to consumer. Valérie Bollier, Business Angel également, mais pas que, membre fondateur et coprésident justement d'Impact Business Angels. Et tu as un joli surnom, tu es surnommé le gardien des océans pour ton engagement à accompagner et financer justement les startups qui préservent les fonds marins avec Ocean Hub Africa et également Forsea Invest. Et enfin, Antoine Lecomte, tu es Business Angels toujours, et fondateur de Climate Club, qui est un véhicule d'investissement en seed, qui, je précise, ne réunit que des entrepreneurs français de la tech qui s'engagent pour lutter contre le réchauffement climatique. Tu as également fondé 2 entreprises dans la tech, dont Cheers, que vous connaissez sûrement, l'application d'impression photo. Notre jury est au complet. Maintenant qu'il vous est familier, que vous le connaissez bien, je vais vous préciser le déroulé qui va suivre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 6 startups aujourd'hui, 6 projets qui vont vous être présentés. Chaque porteur de projet disposera de 3 minutes chrono pour vous présenter et vous présenter également à vous, jury, leur projet. S'en suivra ensuite une étape de délibération qui durera 7 minutes précisément. Durant cette étape, vous allez pouvoir suivre les négociations en direct. Le jury va pouvoir poser toutes ces questions. Ils vont également potentiellement adresser quelques conseils aux startups et puis se positionner sur des intentions d'investissement pour les projets qu'ils auront jugés les plus convaincants. Je précise juste une chose en rebond avec l'introduction d'Axel sur comment ça se passe dans la réalité. Évidemment, aujourd'hui, il s'agit de promesses, d'intentions d'investissement, avec bien évidemment la perspective ensuite de continuer à approfondir la discussion pour potentiellement investir au capital de la start-up. On va démarrer. On a donc 6 projets. Vous vous en doutez, c'est pas un exercice facile qu'on leur demande, donc je vais vraiment compter sur vous et je vais vous demander, s'il vous plaît, de à chaque fois leur faire beaucoup d'applaudissements, les encourager comme vous pouvez, et particulièrement le premier, parce qu'il faut toujours quelqu'un pour commencer et c'est jamais simple. On va démarrer, merci beaucoup, on va démarrer avec le premier projet qui est Carton Vert et qui est porté par Romain Dupuis. Romain, c'est à toi. On lance le chrono. Bonjour à toutes et tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Du coup, il en manque une, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Donc, du coup, nous, on est Carton Vert, une entreprise qui existe depuis maintenant 3 ans. Et on est parti d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, on fabrique tout un tas de cartons pour transporter tout un tas de choses. Et que malheureusement, ces cartons sont considérés comme un déchet, donc à usage unique. Aujourd'hui, on a 8 merveilleux collaborateurs qui nous permettent de leur donner une seconde vie, qui leur permettent de leur donner un nouvel espoir, une nouvelle destinée. Et ça, c'est en grande partie grâce à nos grands industriels français qui nous ont fait confiance depuis le début. Et là, on va prendre l'exemple de Yoplait. Donc, comment ça marche Carton Vert? C'est très simple. On arrive chez Yoplait qui, pour commercialiser sa crème fraîche, reçoit 3 tailles de pots dans 3 tailles de cartons différentes. L'opérateur vide les pots, pose les cartons sur une palette. On arrive à 2 mètres. Excusez-moi, c'est pour 3 minutes, c'est un peu court. Donc on arrive à 2 mètres de hauteur, on arrive à 32 palettes. Dès qu'il y a 32 palettes, il nous appelle. On appelle l'un de nos clients, en l'occurrence Alliance Automotive, qui, une fois qu'il est au courant du stock disponible, va passer une commande. Et nous, on va s'occuper de le livrer sur l'un de ces 15 sites d'exploitation. Vous allez me demander, mais alors pourquoi Yoplait va travailler avec Carton Vert plutôt qu'avec son recycleur habituel? Pour plusieurs raisons. La première, parce que notre offre est la meilleure, c'est-à-dire qu'on rachète le carton beaucoup plus cher que n'importe quel recycleur. On permet à Yoplait de rentrer dans une démarche RSE proactive. On permet aux collaborateurs de Yoplait de participer à une action qui fait sens pour lui. Évidemment, on permet un calcul d'empreinte carbone. On est très fiers d'avoir été les premiers à réaliser le calcul des émissions évitées de CO2. Et cerise sur le gâteau, pour nos clients, quand vous êtes Alliance Automotive, vous réalisez 1,7 million de colis chaque année.
Et quand vous achetez vos cartons de réemploi entre 30 et 50% moins cher que le prix du neuf, évidemment, ça a un impact sur la trésorerie. Transition toute trouvée sur l'impact. Aujourd'hui, une tonne de carton de réemploi, c'est 1 tonne de CO2 évitée. Et au niveau de l'impact social, qui fait aussi partie de notre ADN, on travaille aujourd'hui avec plus de 20 personnes en situation de handicap qui, tous les jours, réemploient du carton. Nos partenaires, les ESAT, sont demandeurs de cette solution parce que c'est un travail simple à mettre en place et sur lequel on est en train de mailler l'ensemble du territoire français pour pouvoir répondre à la demande de tous nos industriels. Alors, évidemment, sur l'impact environnemental, difficile de faire mieux. Sur l'impact social, l'inclusion, c'est pareil. Vous allez me demander, est-ce qu'on peut créer une économie verte et vertueuse ? J'en suis persuadé. Vous allez me demander si on peut gagner de l'argent avec du travail social. J'en suis convaincu. Et 10 enfin, secondes. Il te reste 10 allez secondes pour... Wow. Je suis désolée, j'ai pas un rôle on lève sympa, mais 1 je suis million obligée. d'euros pour 25% de notre capital. On a besoin d'argent pour embaucher, pour communiquer, pour essaimer, pour rester les premiers, si vous voulez faire un virement. Merci. Alors, on va démarrer la phase de délibération. 7 minutes chrono. On peut l'applaudir, oui, évidemment. Merci. Alors, pour démarrer, cher jury, est-ce que vous avez des questions à adresser à Romain ? Bonjour Romain, merci pour ce projet. Première question pour toi. Aujourd'hui, il y a un carton qui est donc réutilisé. Je précise parce que j'ai mis du temps à le comprendre en lisant le deck. Ce n'est pas du recyclage, c'est la réutilisation du carton. Peut faire combien d'utilisations en fait ? Combien de tours en gros peut faire un carton ? Réponse courte, on nous a demandé. Donc là, on va prendre l'exemple d'UPSA, qui fait fabriquer ces tubes de pastilles que vous connaissez tous par Somater. Somater nous donne l'accord pour réutiliser ces cartons et nous demande, dans l'absolu, si on ne pourrait pas refaire le tri pour eux et renvoyer ces cartons directement à Somater. Donc là, pour l'instant, on était sur une réutilisation et là, on va entamer un deuxième cycle de réutilisation. On a de la chance que ces cartons-là, pour UPSA, sont des cartons très rigides, donc peut-être, voire 3 réutilisations et là, correspondre aux obligations AGEC et DPEF. Et donc, au niveau de ton calcul d'impact, où tu dis 1 tonne de carton réutilisé, c'est 1 tonne de CO2 économisé, ça se base sur combien de réutilisation du carton ? Alors ça, c'est sur une seule réutilisation. C'est un calcul, comme toute start-up, l'année dernière, on n'avait pas trop de sous. Donc on a fait un devis pour l'analyse de cycle de vie. 30 000 €, on a dit non. Donc on a fait juste un calcul d'émissions évitées avec le cabinet Ecodev, qui est la référence au niveau national sur les calculs d'émissions. Je vous les conseille si jamais vous en avez besoin. Et donc là, c'est sur une réutilisation en circuit court. C'est-à-dire que quand le carton fait moins de 300 km de là où il est récolté, on est exactement à 1 tonne 132. Quand il fait plus de 300 km, on est à un peu moins de 980 kg. Nous, au niveau communication, on a décidé de dire 1 tonne pour que ce soit simple pour tout le monde. Et là, on a eu la chance d'avoir une subvention BPI ADEME de 30 000 € pour financer l'analyse de cycle de vie qui est en cours actuellement et qui aura un impact encore plus important parce que là, on va prendre aussi les cartons que la France importe des pays d'Asie. Et donc là, évidemment, l'impact CO2 va être assez colossal. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Oui, j'ai vu le... Je ne sais pas si tu m'entends ? Je t'entends. Ok, super. Le dossier est passé l'année dernière, tu as été financé par Impact Business Angels, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps, moi, de me positionner parce qu'on voit parfois beaucoup de dossiers passer et parfois on n'a pas le temps d'y accorder l'importance qu'on devrait. En revanche, j'ai regardé a posteriori, j'ai re-regardé là, les documents il y a quelques jours. Qu'est-ce que tu as fait comme progrès ? Qu'est-ce que vous avez fait comme progrès qui justifierait que je mette ce coup-ci de l'argent ? Mais complètement. Faut comprendre qu'on a créé la boîte en septembre 2020. On a commercialisé notre premier carton en novembre 2021. Donc on va dire que le premier chiffre d'affaires sur l'année 2022 était de 220 000. Cette année, en 2023, on est à plus de 500 cas aujourd'hui, enfin au 31 juillet. On va faire presque 800 à 900 cas, on ne sait pas. On a signé des gros partenaires et il faut comprendre une chose, c'est que le temps industriel est un temps long. On a signé Nestlé en Suisse sur les chaînes de production Nescafé en début mai et on reçoit le premier camion après-demain. Donc ça prend du temps et une fois que c'est lancé, ça marche très bien. Donc cette année, pourquoi investir dans le carton vert ? Parce qu'on a signé UPSA,
On a signé LDC pour les gens de l'agroalimentaire. Je ne sais pas si tu es là, Isabelle, mais du coup, on a signé LDC, qui est un mastodonte qui possède Marie Surgelé, qui est vraiment une pieuvre de l'agroalimentaire. Et on a signé LDC Nestlé, et on est en discussion avec le plus gros logisticien de France, qui s'appelle ID Logistique, pour l'ensemble des sites. Donc, il gère des sites Amazon, il gère des sites Cdiscount. Et ça, j'en tremble, parce que c'est juste pour vous donner un exemple, sur le site d'Auchan, géré par ID Logistique dans le Nord, c'est 1 200 000 cartons identiques qui sont jetés chaque année et qu'on peut réemployer à 1 € au prix de vente de réemploi, à 1 € le carton. Donc là, on est en train de consolider pour 2024-2025, ça va prendre un peu de temps, déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires juste sur un entrepôt du groupe ID Logistique qui en possède des centaines et des centaines. On peut peut-être encore prendre une question avant de passer à vos intentions d'investissement. Est-ce que... Isabelle. Oui, alors moi, ce n'est pas du tout mon secteur et mon savoir-faire, mais néanmoins, je rentre par une logique concurrentielle. Et ce que j'aimerais savoir, c'est, il y a beaucoup d'acteurs, c'est un vrai sujet, évidemment, avec la montée du e-commerce et des transports en général. Et quels sont les points de différence et les avantages que Carton Vert a par rapport à ses principaux concurrents aujourd'hui et évidemment sur la durée? Alors, on peut parler de deux sortes de concurrents bien distinctes. La première, c'est les concurrents qui font du réemploi, qui sont finalement plus des collègues que des concurrents. On est 3 en France aujourd'hui, dont 2 qui sont basés à l'est de la France. Donc nous, on vient de La Rochelle. Il fait très beau aujourd'hui. Du coup, c'est plus des collègues parce qu'il se peut que Ecorep, Grégoire, à Dijon, rentre une référence et il n'arrive pas à la vendre, donc il nous appelle, il nous dit « Écoutez, j'en ai beaucoup, est-ce que vous avez un client ?» Et nous, pareil, de l'autre côté. Donc, sur le sujet du réemploi, l'économie vient juste de se créer, c'est naissant, ça n'existe pas encore, c'est ce qu'on a vu avec Back Market, avec Vinted, mais ça va très très vite. Et du côté du carton neuf, c'est très simple, c'est complètement des partenaires. Aujourd'hui, tous les jours, Saïka Pack, Smurfit, DS Smith nous appellent en nous disant « Carton Vert, on a fait une erreur de production, le client refuse le carton parce qu'il est trop large, parce qu'il est trop épais. » Et donc, du coup, aujourd'hui, pour eux, rapatrier un semi-remorque avec l'augmentation des coûts de transport, refaire de la pâte à papier... Je suis maître du temps, j'ai vraiment pas un rôle sympa Bref, avec ça. c'est un marché colossal de 40 milliards. Donc, navré de te couper, Romain. Alors, à présent, on va passer aux intentions d'investissement. Est-ce que vous souhaitez proposer, faire une promesse d'investissement? Si oui, quel est le ticket moyen ou la fourchette? Et est-ce que vous pouvez, par exemple, transmettre le dossier à votre communauté d'investisseurs? Je vous laisse prendre la parole. Rapidement, pardon. Moi, je peux démarrer. Le dossier m'intéressait déjà. En tant qu'investisseur, on investit avant tout sur une équipe. Et vous avez une super belle équipe. C'est une aventure humaine. Hein. Donc, moi, je serais prêt à mettre un ticket de 30 000 €. Et là, c'est très précis. Et évidemment, de toute façon, la communauté Impact Business Angel connaît déjà le dossier. Donc, on verra qui suit et qui ne... Voilà. Une première promesse de Valérie à 30 000 €. Est-ce qu'il y a d'autres promesses d'investissement? Isabelle? Alors moi, ce n'est pas du tout mon secteur, donc il faut choisir. Donc je n'investirai pas, même si je trouve que c'est un superbe sujet et que le collaboratif me touche particulièrement, donc, et les écosystèmes. Par contre, je peux vous mettre en lien avec la communauté LITA, qui doit être dans la salle d'ailleurs, donc je pense que c'est déjà fait, mais... voilà, avec Pierre, et bon, ça roule. Très bien, bravo en tout cas. Arnaud, Antoine? Merci. Alors pour ma part, je passe mon tour, même si effectivement on sent un dynamisme et il y a un impact. Ce que je suis un peu inquiet sur la faiblesse des barrières à l'entrée sur certaines industries sur le long terme. On n'a pas eu le temps d'en développer, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place au niveau tech. Je me doutais que vous alliez répondre ça parce que vous êtes vraiment spécialisé dans la tech. Pardon. Et je me doutais que vous alliez répondre ça parce que vous êtes vraiment spécialisé en tech. Donc nous, la première mission qu'on s'est donnée, c'est essaimer sur l'ensemble du territoire, devenir rentable et après proposer des solutions numériques à nos fournisseurs et à nos clients pour simplifier encore tout ça parce que notre marge brute étant assez forte, mais la marge nette est impactée par les transports. C'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille et c'est sur une solution... Très rapidement, pardon, je suis... Voilà, faut pardon, qu'on voilà, mais en tout Antoine, cas... Mais en tout cas, voilà, c'est une discussion que vous pouvez avoir tout à l'heure. Merci beaucoup. Moi, je vais continuer les discussions avec vous. J'ai beaucoup aimé Carton Vert. Merci.
Ça rentre pas mal dans les thèses du Climate Club. En gros, il y a de l'impact. Les points que j'aimerais creuser encore plus tard, quand on va se rencontrer, c'est sur la scalabilité. En fait, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait passer cette solution qui est d'abord locale à une échelle nationale et ensuite européenne. Mais oui, je suis très, très, très intéressé par continuer. Donc le Climate Club, pour que tout le monde le sache, c'est des tickets entre 50 000 et 200 000 euros d'investissement. Parfait. Merci beaucoup. À suivre. Ok, donc une fourchette a été donnée. On a 2 promesses d'investissement, Valérie et Antoine. Je pense qu'on peut l'applaudir, Romain. Bravo, Romain. Vous repartez avec 2 promesses d'investissement. C'est une belle journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Et on va tout de suite enchaîner avec... merci beaucoup, Romain. On va tout de suite enchaîner avec le deuxième projet qui est Biscornu et qui est présenté par Olivier Tran. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Merci par avance. Olivier, c'est à toi. Tu as 3 minutes. Ah oui, il y a le décompte. Non, il y a 2 minutes. C'est bon. C'est bon. Bonjour à tous. Donc Olivier Tran, fondateur de l'entreprise adaptée Biscornu. Alors Biscornu, déjà rien que le nom doit évoquer quelque chose pour certains d'entre vous et je vais y venir. On va déjà raconter un peu le contexte. Donc je suis papa de 3 enfants et dont l'aîné est Alexandre. D'ailleurs c'est sur la slide d'après. On n'a pas eu le petit bip là pour faire passer. Oui. Ah là vous voyez mon fils, il est beau. Hein. Donc mon fils Alexandre est autiste sévère, donc il ne lit pas, il n'écrit pas, il ne parle pas non plus. Et comme beaucoup d'enfants comme lui, à la fin du primaire, il s'est retrouvé sans solution de prise en charge. Pas d'école. Et nous, ça faisait 10 ans qu'on était en liste d'attente pour avoir une place pour lui dans un IME ou une structure spécialisée pour des enfants comme lui, et qu'on nous répondait systématiquement, il n'y a pas de place. Et donc j'ai arrêté du jour au lendemain ma carrière parce que quand il est resté à la maison, notre Alexandre, ça s'est très mal passé, il a commencé à regarder des vidéos de suicide. Donc c'est là où moi, qui étais cadre dans l'aluminium, transformation d'aluminium pour faire des avions, des bateaux, des camions, j'ai tout arrêté du jour au lendemain et je me suis dit, c'est pas possible, la société, qu'on accepte d'avoir des enfants qu'on n'accompagne pas vers un avenir. Et donc j'ai défini un projet, un écosystème qui permettrait à ces enfants-là d'avoir un potentiel avenir dans notre société. Avec 2 structures. La première, c'est Affûté, qui est une association qui forme les enfants porteurs de handicap avec une méthode visuelle, pour ceux qui ne savent pas lire, pas écrire, ni parler. Donc uniquement des enchaînements de dessins pour expliquer ce qu'on attend d'eux. Un modèle de formation au cœur des entreprises par les entreprises. Et le principe fondamental, c'est que les professionnels sont eux qui vont former nos enfants. Et la deuxième structure, c'est Biscornu, qui est une entreprise adaptée, qui va démontrer par l'exemple que c'est possible d'avoir des gens comme mon fils qui travaillent et qui font le meilleur. Ce projet, c'est une transformation de l'exclusion en excellence collective pour démontrer qu'il est possible à chacun d'entre nous, quelles que soient ses capacités, quelles que soient ses compétences, d'avoir un rôle à jouer. Biscornu, ça a démarré en juillet 2020 pour la conception. Ça a commencé à commercialiser en 2021. Au bout d'1 an, on avait plus de 200 clients, qui sont la plupart des grandes entreprises, à qui on vend des pièces cocktails, des cocktails d'entreprise et des plats préparés. L'idée, c'est de pouvoir apporter un service avec des jeunes porteurs de handicap sur le devant de la scène, qui servent les clients, les convives, en binôme avec des maîtres d'hôtel aguerris. Et derrière, dans le laboratoire, ils fabriquent ces pièces cocktails qui seront bio, locales, de saison, pour qu'on s'engage également et démontrer qu'ils sont capables de faire le meilleur d'un avenir, donc les mettre sur le devant de la scène, non pas qu'ils soient à la traîne, qu'on ait pitié d'eux, mais qu'on démontre ensemble qu'on est capable de faire le meilleur et qu'on montre un peu la voie. Voilà ce que c'est que Biscornu. Merci beaucoup, Olivier. On va passer à la séance de délibération. Donc vous avez quelques minutes pour poser vos questions. Est-ce que vous avez des questions à adresser à Olivier ? Arnaud. Moi, j'avais d'abord, je trouve que c'est un superbe projet, et puis je trouve qu'il y a une vraie convergence de temps entre l'après-Covid, où il y a tout un secteur qui manque de ressources, qui n'arrivent plus à recruter, en fait, et puis effectivement des gens qui ont le droit de vivre, de travailler, et besoin de le faire, et ça fait partie aussi du vivre ensemble.
Et donc ça, je trouve que Le c'est... droit d'exister, hein, tout Et le simplement. droit d'exister, tout simplement, exactement. Mais je trouve que ça, c'est déjà voilà, c'est un socle ultra précieux. Mais j'avais une question sur comment vous avez organisé la structure, notamment de la gouvernance, en fait, et le fait de bien, partager avec toutes les parties prenantes. Et je trouve que votre façon de l'appréhender est très intéressante. Voilà. Alors, pour porter un projet de société comme celui-là, on le fait avec tous les acteurs contributeurs d'une société. Donc j'invite chacune des personnes ici à pouvoir rejoindre un projet comme celui-là. Tout le monde peut prendre part, les entreprises, les particuliers. Il y a moyen de pouvoir encadrer. Alors on s'adresse à un public de 2 millions de personnes, déjà je rappelle, parce que c'est 2 millions de neuroatypiques, autisme, trisomie, dyspraxie, enfin tous ceux qui n'auront pas d'avenir professionnel. L'organisation de la gouvernance, eh bien, c'est une structure de comité de direction. On est une quarantaine de salariés sur Biscornu aujourd'hui, après 18 mois d'activité finalement, puisqu'il y a eu des arrêts avec le Covid. Hein. Et donc on a un comité de direction qui est fait avec des seniors, aussi des parents d'enfants porteurs de handicap qui m'ont rejoint dans cette aventure, pour pouvoir accompagner nos enfants et développer quelque chose de très costaud au niveau organisationnel. Donc on s'entoure, en plus de ça, d'experts du handicap, donc des IME, des CESAD, qui ne pouvaient pas prendre mon fils, mais à qui j'ai demandé de venir nous aider. Et aussi d'accompagner les enfants dont ils ont la charge dans les formations d'affûtés et après dans l'emploi chez Biscornu. Donc on a le soutien de beaucoup de professionnels, de différents métiers. On a aussi des soutiens de chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, puisque c'est ça un peu l'ambition, de montrer qu'on est capable de faire de l'excellence collective, avec toutes ces personnes-là, différentes. Donc on a l'aide des meilleurs, 3 étoiles Michelin, des meilleurs ouvriers de France, qui vont contribuer. Donc on a créé la première année un livre de recettes, avec l'aide de ces chefs, qui se sont mis un peu à travailler avec ce cahier des charges, bio, local, de saison, etc. Ça a été même un peu compliqué pour certains d'entre eux, pour faire des plats préparés, pasteurisés, pour avoir une DLC et toucher beaucoup de marchés différents, des hôtels, éventuellement la distribution chez Biocoop, éventuellement, et beaucoup d'entreprises surtout. L'idée, c'est de pouvoir passer le message avec ça et qu'on puisse transformer le regard des gens sur nos enfants et qu'on puisse les inviter à se transformer eux-mêmes dans leurs organisations pour accueillir nos enfants. Même à des petites tâches, mais une petite contribution, même à 2 heures par jour, c'est la vie de nos enfants. Une autre question, remarque? Oui, j'ai une autre question. Déjà, moi, je suis ému j'ai touché par le discours que tu viens de tenir. Là, le témoignage est touchant et puis on voit que la cause est noble. Je me pose une question sur un registre beaucoup plus économique. Là, tu viens nous solliciter pour une augmentation de capital pour ta société. Ce que je me dis, moi, c'est que le capital, ça a du sens quand on va créer un actif immatériel. En revanche, là, finalement, tu es dans un métier de restauration qui a vocation intrinsèquement à trouver son équilibre, parce qu'il faut vendre plus cher que ce que ça coûte, fondamentalement. En quoi il y a besoin d'avoir des fonds propres? J'ai lu dans le dossier qu'il s'agissait de financer des locaux, mais pourquoi tu les loues pas, tout simplement? Ok. En effet, j'ai oublié de parler de pourquoi je suis là aujourd'hui. En fait, on construit un laboratoire après ces 2 ans d'existence. La première année, pendant le Covid, on a fait 400 000 euros. En 2021, c'était la première commercialisation. Les 3 mois, on a pu faire de l'activité. La deuxième année, on était à 850 ou 900 000. Et cette année, on va atteindre 2 millions d'euros. Donc c'est que crescendo comme ça. Et puis, comme je vous dis, il y a 250 clients, dont des grandes entreprises, hein, la Française des Jeux, Le Monde, Chanel, Hermès, etc. Donc beaucoup de grandes entreprises qui sollicitent, puisque c'est en effet dans l'air du temps, entre guillemets, mais en même temps, on leur demande à tous de contribuer à notre projet. Donc on a besoin de cet argent pour construire un laboratoire qui va être adapté à ces profils. Donc on a aujourd'hui la ville de Colombes, là où nous sommes implantés, qui nous a donné un lieu, la plus grosse ferme urbaine d'Europe, et il nous donne la possibilité d'être au premier étage, donc en location, pas en construction. Et la construction de ce seul laboratoire coûte 1,8 million, c'est-à-dire l'intérieur de ce laboratoire, sur 1200 mètres carrés. Donc l'ambition du projet, elle est sans limite. On fera le maximum de jeunes porteurs de handicap dans ce projet-là, qu'ils soient sur Paris ou Lyon ou Nantes demain. L'idée, c'est de pouvoir concevoir un modèle économique avec un outil de travail adapté qui soit duplicable et réplicable dans d'autres régions. Pour y arriver, il va falloir qu'on trouve une martingale, un marché, un produit qui va permettre un emploi en chaîne
et derrière créer le maximum d'emplois avec une duplication de ce laboratoire. Mais c'est un laboratoire adapté. Peut-être une question complémentaire, du coup. Rapidement, oui. On mesure 1,8 million, et je voyais dans ton document, si j'ai bien lu, que tu parlais de créer l'ordre de 45 emplois en 2025. On est déjà 40, oui, en effet. Ah, On est déjà 40 aujourd'hui, 45 personnes en dont situation plus, de handicap. plus Oui, de 55% porteurs de handicap aujourd'hui, donc 21. Voilà. Donc tu as besoin d'1,8 million pour créer 20 emplois pour des personnes en situation de handicap. On sera 70 demain dans ce laboratoire, 70. Et donc les 45, c'est le nombre de jeunes porteurs de handicap dans les 70. Donc si mes calculs sont bons, avec le 1,8 million, on va pouvoir permettre à 20 personnes supplémentaires dans les 3 années qui viennent Pas seulement. à trouver un travail en situation de Pas handicap. seulement, parce que l'objectif, c'est de pouvoir dupliquer le projet en région demain. Donc ça veut dire qu'on crée une sorte de pilote ici sur Colombes, qui demain serait duplicable parce qu'on aura trouvé les bonnes méthodes de travail, la bonne organisation, dans un bon local, et qu'on pourra reproduire pour aussi trouver des solutions de vie, d'avenir, de travail pour d'autres personnes, également en province. Alors, je sais que le temps est court et que vous avez potentiellement encore plein d'autres questions, et vous, Olivier, plein d'autres informations à délivrer. Néanmoins, le chrono tourne et je vais vous demander de vous positionner sur vos intentions d'investissement, s'il y en a. Bon, j'ai laissé mes collègues dont je savais d'intérêt pour le dossier poser des questions. J'en avais évidemment beaucoup. Merci pour ce que vous faites et pour l'engagement qui est le vôtre. Pour ma part, le Climate Club se concentre principalement sur des tests climat, donc je vais passer pour ce dossier. Merci. Donc, le projet me touche, la cause me touche, mais j'estime que les montants mobilisés par rapport à l'impact social ne me semblent pas complètement adéquats, donc je préfère passer mon tour. Oui, moi, c'est comme mes camarades, moi je trouve que le projet est incroyable. Après, je m'interrogeais, on s'est tous interrogés dans les réunions préparatoires, en fait, sur pourquoi en faire une entreprise et pas une association, pourquoi pas une coopérative. Et c'est pas, on va pas répondre tout de suite, mais donc j'ai une vraie question par rapport à la raison d'être sociale de la société, voilà. Et donc je vais pas investir, mais je vais suivre de près le sujet. Voilà. Et c'est une question qui se pose pour beaucoup d'entreprises. En tant qu'investisseur, on se pose la question, on veut avoir un impact et on ne sait pas forcément si la structure choisie est la structure la plus adéquate. Alors me concernant, je suis très loin de mon secteur d'activité. En tant qu'investisseur, en early stage comme on fait nous, quand on arrive, on donne un petit peu de l'argent, mais cet argent, c'est un peu le haut de l'iceberg. En réalité, on arrive avec nos contacts, notre savoir-faire, etc. Et quand on est hors de son secteur d'activité, en général, on ne peut pas apporter tout ça. Et donc, c'est absolument pas un jugement de valeur quand on dit on ne peut pas s'intéresser à votre projet. C'est que simplement, on est trop loin de nos domaines d'activité. Donc, me concernant à titre perso, je ne peux pas m'investir. En revanche, je sais que dans le réseau Impact Business Angels, il y a des gens qui regardent le dossier avec grand intérêt. Ok. Peut-être, juste avant de laisser partir Olivier, est-ce que l'une ou l'un d'entre vous souhaite lui adresser un conseil pour lui permettre de continuer à cheminer et à réaliser le projet tel qu'il nous l'a présenté ? En tout cas, je pense qu'on l'a un peu fait au fil de l'eau à travers la question sur la structure, la question de l'adéquation des moyens. Mais c'est le modèle B2B, en tout cas pour moi, est un point fort. Et c'est quelque chose à creuser, le fait de vendre via des grandes entreprises. C'est certain. Merci beaucoup Olivier, on l'a dit, on peut l'applaudir. Je tiens à préciser, Olivier, juste à préciser que potentiellement dans la salle, il y a aussi des investisseurs et des personnes intéressées. Donc merci beaucoup pour l'exercice réalisé aujourd'hui et on peut encore une fois l'applaudir s'il vous plaît. On enchaîne avec le troisième projet. Le troisième projet, c'est Bénévolte. Il est présenté par un duo, Amélie Arcil et Anne-Laure Mesgan. Je vous demande de les applaudir, elles arrivent. Bonjour à tous. Je vais commencer par une devinette. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Affûté, l'association d'Olivier, la Croix-Rouge française et les organisateurs de cette journée ? Alors, l'impact, c'est une bonne réponse. Les bénévoles, et voilà, sans les bénévoles, ce genre d'événements, tous ces projets ne pourraient pas être menés à bien.
Nous sommes donc les fondatrices de Bénévolte. Bénévolte, c'est une entreprise solidaire que nous avons créée à Nantes, qui a un agrément ESUS, et qui se définit comme un acteur humain et numérique de la transformation de l'engagement associatif. Alors, pourquoi l'engagement associatif se transforme? Tout simplement parce que les comportements des citoyens pour faire du bénévolat ou toute autre forme d'engagement évoluent dans le temps, et les associations ont besoin d'apports en expertise, mais aussi d'outils numériques pour pouvoir continuer à trouver des bénévoles. Quelques chiffres pour illustrer notre impact. En juin dernier, la Fondation des femmes a besoin 2 jours de 1300 bénévoles partout en France pour sa collecte de produits d'hygiène. Et ben voilà, c'est grâce à nous en partie qu'ils les ont trouvés. Il y a un peu plus de temps, la Croix-Rouge française est chargée de coordonner l'accueil en gare des réfugiés ukrainiens. C'est 6000 bénévoles qui vont être trouvés en gare pendant quelques mois. Et pareil, on était derrière pour les aider là-dedans. Au total, on estime avoir à peu près touché 175 000 bénévoles en quelques années auprès de 6200 associations en France. Comment on fait tout ça ? On a à la fois une plateforme de bénévolat grand public qui s'appelle bénévolte.fr, mais on a également 28 plateformes en marque blanche aux couleurs des associations qui leur permettent de trouver des bénévoles sur leur site internet. Donc, par exemple, on travaille avec l'UNICEF, Médecins du Monde, Vacances et Familles, la prévention routière et j'en passe. Et puis depuis 1 an, on travaille également avec les collectivités de façon à les aider à faciliter la rencontre entre les habitants et les associations pour améliorer le lien social sur leur territoire. Oui, et aujourd'hui, alors si on est devant vous, c'est parce qu'on a besoin de vous. Pourquoi ? Pour changer d'échelle. Changer d'échelle pour accompagner un maximum de collectivités à créer du lien entre les associations et les habitants. Changer d'échelle parce que les associations en ont besoin. Vos associations, nos associations. On l'a vu tout à l'heure avec notamment Affûté, c'est essentiel. Et donc, aujourd'hui, en fait, on souhaite... En fait, le secteur associatif a besoin de projets innovants. Et au même titre que Hello Asso, nos partenaires, donc Hello Asso, Solidatech, Je veux aider.gouv, et Make Sense, en fait, on souhaite aider, et Bénévolte répond présent pour digitaliser, en fait, le secteur associatif, tout simplement. Donc, aujourd'hui, en fait, on cherche 900 000 € pour notamment trouver excusez-moi, c'est le stress. Recruter effectivement dans notre équipe. On est une équipe de 6 personnes aujourd'hui sur Bénévolte, on est Nantais. Et donc, on cherche à renforcer notre équipe en termes de commerciaux, de tech et de marketeurs à impact. On cherche aussi à continuer à avoir cette mesure d'impact. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner donc, dans 5 ans plus de 50 000 associations et de toucher plus de 1 million de bénévoles. Donc voilà, donc pour ça, en fait, on cherche à lever. On a fait un premier tour de table là aujourd'hui sur notre levée. On a clôturé cet été 520 000 €. On recherche 400 000 €. Et donc on espère aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont justement intéressés pour embarquer avec nous dans cette aventure. On a fait un crowdfunding. On a aussi notre communauté qui a participé. Mais voilà, on répondra aussi justement, un peu plus longtemps avec les questions. Justement, on va passer à la délibération. Qu'en pense notre jury ? Est-ce que déjà vous avez... Je m'adresse à vous 4. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à adresser ? Bonjour, bravo. Première question très rapide. J'ai peut-être raté l'information, mais je ne crois pas l'avoir entendu. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent aujourd'hui ? C'est quoi le modèle d'affaires de Bénévolte ? Oui, alors aujourd'hui, en fait, on a des clients qui sont des grands réseaux associatifs, type la Croix-Rouge, la prévention routière, l'UNICEF. On met en place des marques blanches, c'est-à-dire que sur leur site internet, demain, si vous allez, ou aujourd'hui, si vous allez sur le site de la Croix-Rouge, vous allez voir, effectivement, engagez-vous, des missions de bénévolat partout en France. Quand vous allez, en fait, sur le site, la mission, par exemple, à Nantes, de la Croix-Rouge à Nantes, tout le service, en fait, c'est Bénévolte qui est derrière. D'accord. Si vous allez sur bénévolat.nantes.fr, la plateforme de bénévolat de la ville de Nantes, c'est Bénévolte qui est derrière. Et à côté de ça, on a aussi une plateforme grand public, bénévolte.fr, qui est une plateforme généraliste de bénévolat, avec un petit modèle économique, on va dire, pour des associations locales. Okay. Donc ça, vous le facturez aux associations, et donc ça coûte combien ? Alors, ce sont des abonnements qui sont annuels, qui sont renouvelables. Donc, pour une association, un grand réseau associatif, ça dépend. Ça peut être... Évidemment, les abonnements vont de 2 000 à 3 000 € l'année à plus de 40 000 € l'année. Tout dépend de la taille en fait,
de l'association. C'est renouvelable. Et pour des collectivités, c'est pareil. On peut avoir des collectivités type Nantes qui sont importants, et puis d'autres collectivités. On a aussi mis en place pour Courbevoie. Donc là, on est dans des abonnements avec aussi une prestation de mise en place du service qui est à peu près de 40% de l'abonnement. Et, voilà. Et on passe par appel d'offres, donc ça nous fait des marchés sur plusieurs années. Ouais. Et donc là, en fait, on ne l'a pas dit non plus, mais on a fait donc 210 000 euros de chiffre d'affaires, un doublement en un an à effectif constant. On est 6 actuellement dans l'équipe. Et donc, on souhaite vraiment changer d'échelle pour toucher un maximum de monde, quoi. Bravo pour votre projet. Si les gens dans la salle se posaient la question pourquoi on a choisi des investisseurs à impact, je pense qu'ils ont déjà commencé à comprendre en voyant les premiers projets. Ce sont à chaque fois des très belles aventures et le fait de pouvoir avoir potentiellement un strapontin dans des aventures comme ça sont pour nous des facteurs qui sont aussi très importants. J'avais une question concernant la somme que vous cherchez à lever, qui est une somme qui est relativement importante pour une levée en early stage. Est-ce que vous avez commencé à parler aussi avec des fonds d'investissement, ou est-ce que pour l'instant vous vous limitez à des gens comme nous, c'est-à-dire des clubs de BA ou des individus? Non, ça fait un petit bout de temps qu'on est sur cette levée. En fait, on a dû pivoter au moment du Covid. À la base, on était sur le bénévolat des retraités et on arrivait déjà avec une fin de financement de départ. Donc on avait démarré une levée qu'on a arrêtée parce qu'on avait évolué de façon trop récente. Donc on a préféré se donner du temps pour pouvoir asseoir des chiffres. C'est bien le doublement de chiffre d'affaires, par exemple, le fait d'ouvrir le marché des collectivités. Et donc on a discuté avec pas mal de fonds. Sur notre premier tour, on a un fonds qui est positionné et puis des BA. Et donc on continue aussi, là on est en cours de discussion avec certains fonds. Voilà. Oui, tout à fait, on a un fonds notamment du territoire aussi, donc on vient de Nantes, donc il y a des fonds de la région, fonds investissement, et on a un fonds Good Only Venture qui a investi sur ce premier tour, cette première tranche, qui est porté en fait sur des projets qui accompagnent en fait 6 ONG en France, dont la Croix-Rouge et l'UNICEF qui sont 2 de nos clients, et l'idée c'est justement de pouvoir continuer à mener ce projet pour digitaliser, aider le recrutement. Et donc là, le pivot, c'est-à-dire le changement de business model pour ceux dans la salle qui ne sauraient pas ce que c'est un pivot qui vous satisfait? Vous pensez que vous avez trouvé le bon? Ouais. Alors ça dépasse le business model parce qu'en fait à la base on était la plateforme de bénévolat des retraités actifs. Voilà, on faisait que du bénévolat pour les retraités. Et en fait, au moment du Covid, les associations type Croix-Rouge, etc., se sont retrouvées très en demande de bénévoles et les retraités se sont retrouvés très, très confinés. Et donc, on a été contactés par ces grands réseaux nationaux qui nous ont dit « Vous avez une techno qui est formidable, qu'on ne sait pas faire. Est-ce que vous pouvez, avec votre techno, nous aider à trouver des bénévoles plus jeunes, du coup, pour venir nous aider ?» Et donc, à ce moment-là, on a créé la première marque blanche en 15 jours, en travaillant jour et nuit depuis chez nous, forcément. Et donc après on n'est pas revenu en arrière et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'en ayant finalement très peu fait évoluer notre discours, notre façon d'aborder les bénévoles, on arrive à toucher des gens qui ont 55 ans, qui se posent des questions sur faire du bénévolat à la retraite pour partager son temps, ses compétences, des gens qui ont 20 ans qui se disent moi dans mon parcours étudiant avoir une expérience qui va me donner confiance en moi, qui va me permettre de m'épanouir, ça va être le bénévolat. Et donc on s'adresse vraiment à toutes les populations. Je vous propose qu'on passe à vos intentions d'investissement. Donc, je rappelle que l'idée, c'est que vous puissiez préciser pourquoi le projet vous intéresse et vous souhaitez aller de l'avant, le ticket moyen ou la fourchette que vous souhaitez allouer, et si vous pouvez en parler autour de vous, à vos communautés d'investisseurs. Je vous laisse la parole. Antoine. Moi, ça va être un peu comme précédemment. On a un focus qui est très climat. Pour autant, je trouve que votre solution, elle est assez simple. C'est assez simple de comprendre son utilité. Donc, je suis à peu près convaincu que d'autres personnes vont se positionner. Bravo, en tout cas. Merci. Merci, Antoine. Merci. Voilà. Donc, moi, je suis enthousiaste sur votre projet. Effectivement, on voit le sens. J'ai parlé à des gens qui vous avez déjà vu il y a un an. Que ce soit Investir et Plus, je suis au comité d'affaires, et aussi Offset de Ouest France, que je connais bien, puisque je suis administrateur dans le groupe. Et l'un comme l'autre m'ont dit, on aimait bien leur projet, on avait envie, et puis je leur dis, voilà les chiffres qu'ils font, ils disent, waouh, oui, ça s'est bien passé, une belle dynamique, etc. Donc ça, ça vous sert. Je dirais, l'essor que vous venez de connaître récemment vous sert. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup le côté revenu récurrent, le côté marque blanche, les chiffres que vous avez, parce que vous avez un vrai impact social qui est sur un sujet qui est vraiment problématique
problématique pour les associations qui se plaignent de plus en plus là-dessus. Donc à titre personnel, moi je souhaite mettre un ticket, mais plus encore, eu égard au montant que vous sollicitez, c'est je m'engage à transmettre votre dossier au comité d'investissement d'Investir et Plus. Super, merci. Donc, Merci beaucoup. Très prochainement. Merci. Alors bravo, et moi je trouve que c'est un très très beau sujet, le mécénat de compétences, sur un marché qui va certainement prendre un essor important et sur lequel la France est en avance par rapport à pas mal, voire quasiment le monde entier en fait, donc ça c'est très beau. Et comme vous le savez, moi j'ai déjà investi, j'accompagne Day One qui est dans le même périmètre, alors avec une entrée différente parce que le client est l'entreprise et le bénéfice c'est l'engagement des salariés, donc c'est un autre axe, mais c'est le même principe en fait. Et donc je soutiens plus que soutien, et vous connaissez aussi Élise, donc voilà. Par contre, je peux vous mettre, donc moi j'investirai pas à titre personnel. Par contre, évidemment, j'imagine que l'ITA, vous êtes en contact et vous avez déjà, voilà. Sinon, je vous rencontrerai Pierre et avec grand plaisir parce que je pense que vous avez un angle qui est très intéressant et déjà une belle avancée en fait. Merci beaucoup. Merci. Valérie. Je vais faire très vite, ouais, j'ai vu le temps. Je trouve le projet très intéressant. Je suis malheureusement trop loin, encore une fois, de mon secteur d'activité pour le faire, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent avec grande attention au sein d'Impact Business Angel votre dossier, et j'ai bonne confiance que les choses se passent bien pour vous, voilà, et que ça avance. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci à tous. Merci, bravo, on peut les applaudir une dernière fois. On va passer au quatrième projet qui est Hop Hop avec Charlotte Dermé qui est déjà sur scène. Quelle efficacité. Je te donne le micro, Charlotte. Tu n'es pas venue toute seule, je vois. Et la zapette si tu en as besoin. C'est à toi, tu as 3 minutes. 1,7 milliard, c'est le nombre de colis qui sont expédiés chaque année en France, juste en France. Tous ces colis vont finir à la poubelle et après la plupart du temps une seule utilisation. Et c'est un chiffre qui ne cesse de croître avec la croissance du e-commerce de 10 à 15% par an ces dernières années. Vous l'aurez compris, ça déborde. À tel point que la mairie de Paris, l'an dernier, a rajouté un jour de collecte sur les poubelles jaunes pour absorber cette charge de déchets. Avec Antonin, on s'est rencontrés autour de cette histoire de poubelle. Antonin, c'est mon associé. On travaillait tous les deux dans le e-commerce quand on s'est rencontrés. Lui, côté tech, il était consultant et il a été ensuite entrepreneur. Et moi, j'étais plutôt côté achat packaging. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc ensemble, on a créé Hop 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 en 2020. Hop Hop Hop, c'est un colis réutilisable et consigné à destination du e-commerce. L'objectif, c'est de tout simplement ne pas faire de déchets, de créer la livraison zéro déchet. Parce que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas, tout simplement. Alors comment ça marche ? On a des e-commerçants partenaires qui mettent en place sur leur site une option qui permet aux consommateurs de choisir de se faire livrer en colis zéro déchet. Le consommateur va recevoir sa commande dans une de ses pochettes qu'il va pouvoir renvoyer dans n'importe quelle boîte jaune de la Poste gratuitement. Nous, on se charge de la reconditionner et de la préparer pour un prochain cycle. On fournit aux e-commerçants des emballages qu'ils peuvent mettre en place et tous les services qui servent à leur implémentation via nos offres de colis as a service et d'implémentation sur mesure. Vous l'aurez compris, l'impact est au cœur de notre business model. Aujourd'hui, une expédition vendue, c'est des déchets évités. Plus on grandit, plus on a un impact. Un des enjeux sur le réemploi, c'est la réutilisation effective. C'est pas tout de faire un colis réutilisable, encore faut-il qu'il soit vraiment réutilisé. C'est pourquoi on a créé une technologie très spécifique qui s'appelle la consigne Hop Hop Hop, qui est un mécanisme d'incitation, une consigne digitale dédiée au colis du e-commerce, qui permet aujourd'hui d'avoir 97% de taux de retour à chaque cycle. 97% de taux de retour à chaque cycle, ça veut dire 33 utilisations en moyenne de nos colis, 5 kg de déchets évités au cours de leur vie. Aujourd'hui, si je suis devant vous, et vous, c'est parce qu'on cherche à accélérer et à grandir. Ça fait 2 ans qu'on a développé notre solution, testé, et aujourd'hui, on lève 600 000 € pour accélérer, construire notre équipe, aller convaincre plus de marques. Aujourd'hui, on a 50 clients, dont des gros du textile français, et investir dans notre produit et dans notre tech. Le colis réutilisable, c'est maintenant. La France est un des marchés les plus dynamiques grâce à la loi AGEC, qui, d'ici 2027, va imposer 10% d'emballage réemployé à toutes les entreprises. L'obligation a commencé cette année, en 2023. En Europe, il y a des législations qui sont en cours de vote, donc c'est maintenant que ça se joue. Nous, notre rêve, c'est que le colis réutilisable soit le standard de la livraison e-commerce et d'être les champions de la réutilisation en Europe. Donc, hop, 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 c'est parti. Merci Charlotte. Je vais te laisser le micro.
Je m'adresse au jury. Est-ce que vous avez des questions ou remarques pour Charlotte? Eh ben bravo. Voilà, pour la petite histoire, on se connaît très bien avec Charlotte, qui a été pendant 4-5 ans une employée de Cheers, donc je suis très très content de vous voir ici. J'ai une première question sur l'impact, toujours. En gros, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à savoir combien de réutilisation du sac il faut pour compenser un impact carton? Je pense que le sac, il est un peu plus coûteux en termes de CO2 à créer qu'un simple carton. Combien il faut d'utilisation pour que ça s'amortisse? Est-ce que vous arrivez à le calculer? Oui, on a fait une analyse de cycle de vie en 2021 qui nous a montré que versus tous les emballages jetables, à partir de 6 utilisations, on est rentable sur la petite pochette. On a plusieurs tailles, mais bon, pour donner une idée sur la petite pochette, à partir de 6, on est positif. Donc avec 33 utilisations, on est largement positif. Ok, et donc le e-commerce que nous connaissons bien, l'emballage, ça ne sert pas qu'à expédier, ça sert aussi à protéger, ça sert aussi à... c'est expérientiel aussi pour pas mal d'e-commerçants. Comment est-ce que vous palliez à ça? Est-ce que le sac, donc là c'est principalement pour du textile, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres versions du sac ou il y a d'autres packaging qui existent pour des usages plus précis? Oui, alors aujourd'hui, donc il y a plusieurs questions. La question de l'expérience, c'est pour ça qu'on a choisi Le système de consigne, il nous permet d'optimiser le nombre de retours des colis effectifs. Donc d'investir dans le colis initial, parce qu'il va être utilisé un grand nombre de fois. Ce qui nous permet d'avoir des colis qui sont qualitatifs et qui supportent des cycles. Là, on a une pochette qui est foncée, qui ne va pas s'abîmer en fait, au fil des cycles, et donc on garantit une expérience qui est constante. La deuxième partie de la question, je l'ai oubliée. La deuxième partie de la question, c'était savoir s'il y avait des usages spécifiques pour protéger certains types de produits. Alors là, effectivement, nous, on a commencé avec le textile parce que c'était le plus gros utilisateur de plastique. Vous savez, les pochettes qu'on reçoit quand on commande des vêtements en plastique qui sont en fait quasiment jamais recyclés. Donc on a commencé par le souple et on a des produits en développement pour remplacer plutôt le carton avec des emballages qui sont réutilisables. Et c'est un des objets de la levée de fonds, c'est de financer ces lancements de produits. Donc en fait, maintenant qu'on a l'implémentation du système avec la consigne, nos systèmes de tracking des emballages, l'implémentation sur les sites e-commerce, on peut mettre un peu n'importe quel emballage sur le système. Il suffit de le plugger à notre tracking. Donc ça nous permet d'avoir un champ de développement qui est gigantesque. Arnaud ? Ouais, je me permets une question. Merci pour l'exposé. J'ai eu la chance d'échanger il y a 2-3 ans avec la fondatrice d'Ipli, qui était pionnière sur ces thématiques du réemploi des emballages carton. Elle a ciblé exactement le même segment, parce qu'il a plein d'avantages, celui des vêtements. Donc elle a naturellement été déjà prospectée tous les sites e-commerce qui vendent des vêtements. Vous revenez les voir à votre tour. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont vous dire oui à vous, alors qu'ils avaient dit non à Ipli ? Il y a plusieurs éléments. On s'est lancé avec 1 an de différence avec Ipli, donc on était quasiment en même temps. On est 3 acteurs aujourd'hui sur le marché français. Qu'est-ce qui fait que ça se débloque maintenant ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le temps de la transformation, il est plus long dans les entreprises qu'envers les consommateurs. Nous, on a beaucoup d'utilisateurs qui nous disent « Trop bien, c'est super facile. Moi, j'aimerais que vous soyez disponible sur tous mes sites internet. » Donc, de ce côté-là, la transformation est très rapide. Côté client, ça prend un peu plus de temps. Ce qui est un facteur d'accélération aujourd'hui, c'est la loi AGEC. Parce que la loi AGEC, depuis le 1er janvier 2023, elle impose aux grandes entreprises, notamment, de réemployer 5% de leurs emballages dès cette année. Ils vont devoir les comptabiliser et prouver qu'ils réemploient leurs emballages. Donc ça a été un gros facteur de conversion sur ce marché qui est encore récent et cette innovation qui est en développement. Et après, sur les différences d'offres, on pourra en reparler. Tout à l'heure, Antoine parlait de l'expérience client finale, parce qu'avant que vous ouvriez la chose que vous avez achetée, vous avez un emballage autour et ça fait partie intégrante de l'expérience. On sait même d'ailleurs que les enfants, ils ont plus de plaisir quand ils ouvrent le paquet que quand ils ont le jouet dans la main. Et donc nous, en tant qu'adultes, on vit un petit peu la même chose. Si vous enlevez ça aux marques, qu'est-ce que vous leur proposez en échange ? Est-ce qu'ils vont pouvoir... est-ce qu'il y a une possibilité pour brander facilement l'emballage ? Il faut que leur marque apparaisse et il faut qu'au moment où on ouvre, l'excitation soit liée à la marque, j'ai l'impression. Il y a un peu 2 équipes chez les e-commerçants. Il y a les e-commerçants qui ont envie que leur marque soit sur l'emballage et il y a les e-commerçants qui, au contraire, veulent cacher leur marque. Donc pour qui ce n'est pas un enjeu d'avoir une personnalisation extérieure.
Pour les marques qui ont envie de personnaliser l'emballage, nous on a des implémentations sur mesure. On est capable de fabriquer des pochettes. Toutes nos pochettes sont fabriquées en France, donc en fait c'est hyper facile pour nous de fabriquer, même en petite quantité pour un pilote, des emballages personnalisés. Par contre, en échange, on demande aux marques un engagement de temps, un achat des pochettes. C'est plus le même système de location. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui 2 offres distinctes. Le colis as a service, où on loue des emballages à l'usage, et des implémentations spécifiques pendant lesquelles on peut faire des emballages personnalisés. Ça dépend de la marque et on peut s'adapter aux deux. Dernière question et on passera aux intentions. Ouais, j'ai une dernière question sur la scalabilité du business, qui est aussi une donnée importante que nous on regarde tout le temps. Aujourd'hui, donc, tu dis qu'il y avait 1,7 milliard de colis. Il va vous falloir beaucoup de sacs. Il va falloir en produire en quantité importante. Comment est-ce que vous êtes armé vis-à-vis de ça? Tu dis que c'était fabriqué en France. Est-ce que ça a vocation à le rester? C'est quoi la composition du sac? C'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Ouais. Voilà, ça va être est-ce que ça va être un enjeu en fait pour grossir cette capacité de créer des sacs et de pouvoir les distribuer aux e-commerçants? Je sais que ça fait beaucoup de questions. Le chrono tourne, je compte sur toi pour... Merci beaucoup, Charlotte. Alors, la question de la scalabilité, pour la production. En fait, nous, l'augmentation des volumes avec les pochettes, ça nous aide en termes de business model, parce que plus on produit du volume, moins c'est cher de produire à l'unité, et donc c'est plutôt positif. Aujourd'hui, on a noué des partenariats avec des industriels français qui nous permettent d'avoir une capacité de production qui est conséquente, et on continue à faire grossir ce réseau. À titre d'exemple, on travaille avec APF Entreprises, qui est une entreprise adaptée, qui a produit les masques pour le gouvernement pendant le Covid. Donc ils ont une capacité de fabrication qui est gigantesque et aujourd'hui inutilisée. Donc pour l'instant, tant qu'on peut produire en France, on le fait. Ça nous permet une meilleure réactivité. En termes d'impact carbone, ça a du sens. Et en plus, c'est une entreprise d'insertion. On a d'autres partenaires en Europe qui vont nous permettre de grandir. L'autre enjeu de la scalabilité pour le réemploi, c'est le reconditionnement, le nettoyage, les partenaires sur la reverse en fait. De ce côté-là, même chose, on est en train de développer des partenariats avec différents logisticiens sur le retour, sur la reverse, avec un mécanisme très simple de nettoyage qui nous permet de passer quelques secondes par colis. Donc ça, c'est pareil, ce sera suffisamment scalable. Troisième point, la collecte. La collecte, aujourd'hui, on passe par le réseau La Poste, donc en fait des points nationaux avec énormément de capacité de gestion, donc c'est pas non plus un sujet. Et au moment où on passera à l'Europe, on ira voir les postes locales avec qui on a déjà des contacts, etc. Donc la scalabilité, comme tout projet de réemploi, évidemment c'est un enjeu, ça va demander du temps et de l'investissement humain, mais c'est complètement faisable, et vu l'ampleur du problème, c'est quelque chose auquel on pense depuis le début. D'où aussi la construction de nos outils tech, la consigne. Je reviens juste une petite parenthèse sur la consigne, c'est que ça nous permet non seulement d'avoir un fort taux de retour, mais d'avoir un taux de retour rapide. Parce qu'on donne aux utilisateurs 15 jours pour envoyer le colis. Ce qui fait que notre besoin en colis de roulement, il est quand même très optimisé. Parce que tous les 15 jours, les colis reviennent chez nous. Parmi vous 4, qui souhaite aller de l'avant avec Hop Hop Hop? Sous réserve. Et j'ai beaucoup réfléchi au dossier et je sais qu'il y a des concurrents, je ne sais pas où ils en sont. On n'a pas trop parlé des chiffres et du business model, combien ça coûte aux e-commerçants. De regarder, je pense que ça se creuse avec le Climate Club. Sur la mesure d'impact, je ne suis pas convaincu, pour être honnête aujourd'hui, de la force de l'impact que ça peut avoir versus du carton qui peut être recyclé, réutilisé, on a vu carton vert. Donc j'ai besoin d'avoir des certitudes là-dessus. Est-ce qu'à l'échelle, demain, d'avoir 150 millions de sacs dans la nature, est-ce qu'ils vont être pas jetés? Quelle est la matière du sac? C'est des choses qu'il faut creuser, mais je serais intéressé par creuser. Merci, en tout cas bravo pour la prestation, on sent de l'énergie et l'esprit de répartie, et ça sera utile pour la suite et je te souhaite de réussir. Voilà, à titre personnel, je vais pas investir et pour la raison notamment de la présence d'Iplik et puis aussi le succès modéré encore de cette industrie-là, mais j'ai l'espoir que ça va bien fonctionner. Moi, un grand bravo pour l'énergie et pour l'engagement qu'il y a derrière. C'est pas du tout un secteur sur lequel je peux apporter quoi que ce soit, donc il faut choisir, donc je n'investirai pas. Par contre, effectivement, il y a des axes à creuser et je peux, c'est pareil, mettre en contact avec l'ITA, sachant que j'imagine que tu les as déjà rencontrés, donc voilà. En tout cas, bravo. Et enfin Valérie. Me concernant, c'est la même chose. J'ai adoré l'énergie. Et en effet, c'est essentiel quand on porte un projet d'avoir cette belle énergie positive. J'ai pas mal de questions en fait où je ne connais pas assez le secteur pour y répondre.
Et donc, mais je ne sais pas si ça va mettre 1 an ou 10 ans avant qu'on arrive à des solutions comme ça sur le marché. En revanche, Axel, qui parlait tout à l'heure, est là. Donc je t'invite à aller voir si Impact Business Angels pourrait être intéressé par le projet. Voilà. Et c'est en cours. Juste là, voilà. il réagit. Okay. Merci Axel. Merci beaucoup Charlotte, bravo, garde ton bien, énergie, merci. tu l'as compris. Et on va passer au prochain projet. Je vais accueillir un nouveau duo pour BioHello. J'accueille Jean-Guillaume et Christophe à rejoindre la scène, vous pouvez les applaudir. C'est bon. Bonjour, donc moi c'est Jean-Guillaume Isambard. J'ai passé 20 ans chez Danone, en France et aux États-Unis, plutôt en milieu industriel et dans le monde des opérations en général. Et je suis cofondateur de l'entreprise BioHello. Et bonjour à tous, je suis Christophe Audouin. Je suis également avec un passé chez Danone. J'y ai passé quasiment 30 ans et je me suis occupé pendant 8 ans comme directeur général de lait de vache. Et donc si on parle des produits laitiers et du lait, on peut se dire les choses comme on veut, mais je pense que dans 10 ans, il n'y aura plus de fermes laitières en France. Dans certains départements, comme dans le Var, il reste une ferme laitière. Dans l'Aude, il reste moins de 10 fermes laitières. Peut-être l'une d'entre elles sera sur un projet BioHello. Voilà. Ou alors, s'il reste des fermes laitières, ce seront des usines à lait. Et ce n'est pas du tout ce dont on a envie, nous, chez BioHello. Pourquoi ? Le métier d'éleveur laitier n'est absolument pas attractif. Il est mal rémunéré. Il dépend trop d'un seul client, qu'est la laiterie ou la coopérative. Et puis, pour l'éleveur, il est très répétitif, il est dur. Et souvent, l'éleveur est un anonyme perdu que personne ne connaît. Chez BioHello, on pense que la transformation du lait en yaourt, c'est la commercialisation, est la solution pour améliorer l'attractivité du métier d'éleveur. Et si c'est réussi, eh bien, on peut faire de nos éleveurs des personnes libres et inspirantes pour la société et ainsi attirer des jeunes agriculteurs. Mais réussir un projet de transformation et de commercialisation pour un éleveur est souvent très très compliqué. Le parcours est pavé d'embûches et tout seul, souvent, il n'y arrive pas. Et c'est là qu'on intervient. Tout à fait, c'est là qu'on intervient, notamment grâce à une micro-laiterie ultra automatisée, ultra moderne, qui permet de fabriquer plus de 100 tonnes de yaourts par an, avec moins d'1 ETP, dans des conditions de sécurité alimentaire et d'efficience industrielle dignes de grands groupes, ce qui permet du coup d'avoir des produits à plus de 50 jours de DLC, par exemple. On les aide aussi sur la partie sourcing de matières premières, autres que le lait, bien sûr, puisque ça, on a le lait de la ferme, pour les aider à avoir ces produits en qualité et en coût acceptables. Et enfin, on commercialise un produit, un yaourt, qui est bio, qui est local, qui est fait à la ferme, qui a 50 jours de DLC, qui est 4A sur le Planet Score, et qui est dans un conditionnement très innovant, puisqu'on le conditionne en poche, d'1,2 kg de 5 kg. Ce qui permet de réduire l'empreinte des emballages entre 40 et 80%, surtout quand on le commercialise avec notre distributeur de yaourt qui va avec. Voilà, et donc après une première preuve de concept et un accompagnement d'une ferme en Normandie en 2021, 3 fermes en 2023, notre objectif c'est d'accompagner 50 fermes à 5 ans, et puis rêvons un peu, c'est écrit sur le slide de présentation, dans 10 ans, on aura accompagné une centaine de fermes, on aura créé plus de 200 emplois, on aura économisé 3000 tonnes de plastique par les chiffres que Jean-Guillaume vous a donnés, et puis surtout on aura reconnecté des citoyens consommateurs avec les territoires et avec les agriculteurs. Donc on a besoin d'être accompagnés, et c'est pour ça qu'on est devant vous aujourd'hui. On fait une première levée de fonds de 500 000 € en haut de bilan. On a déjà des engagements à hauteur de 350 000 €, avec notamment des partenaires sur lesquels on s'est déjà pré-engagé, notamment Make Sense, qui est en co-lead sur la levée de fonds. Merci. Alors, on va laisser la parole au jury. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Isabelle, je sais que ça fait partie de ton cœur de sujet, donc peut-être que tu as des questions. Oui, parce que j'ai aussi passé de longues et belles années chez Danone, donc, dont certaines ont parti, je pense, en même temps que vous. Alors déjà, effectivement, redonner de la valeur à l'amont, donc à la production dans la filière laitière, c'est évidemment un énorme sujet. Donc, et j'ai un conflit d'intérêts, puisque moi, j'ai investi dans une entreprise qui s'appelle J'achète Fermier et qui fait aussi de la multiproduction, de la production multilocale en ferme laitière. Mais je trouve que c'est un très beau sujet. Moi, ma question, c'est... vous avez un packaging qui est très innovant,
avec un gros format, des formats plus ou moins gros, qui, pour s'adresser à la restauration collective, paraissent effectivement très adaptés, en fait, et qui ont plein d'autres avantages en termes de production. En GMS, donc dans la grande distribution, les Carrefour et compagnie, comment est-ce que vous avez réussi et avez-vous réussi à faire un socle, à construire un socle de consommateurs fidèles qui achètent et dont ça fait partie de leur essentiel du quotidien, en fait? Ouais, tu as complètement raison. En fait, la story tout trade en première intention, elle est super facile, puisqu'on arrive avec un produit qui est extrêmement innovant et qui nous distingue de tout ce qui existe, y compris les approches en yaourt fermier. Et après, c'est le réachat et la fidélisation qui est compliqué. Donc après, un des partis pris très très fort de notre offre, certes on est en poche, mais on n'a pas de marque, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en fait. En fait, on a une charte graphique qui va être identique à tout le réseau, mais à chaque fois, on mettra en avant le nom de la ferme, le lieu de la ferme et l'agriculteur, comme une façon de communiquer très très fortement sur ce qui nous distingue par rapport aux autres. Après, c'est l'épreuve des faits, c'est 2 ans et demi de commercialisation sur la Normandie, c'est 6 de vente moyenne hebdo en magasin, pratiquement 30 € de chiffre d'affaires. Ça nous met dans les 3 meilleures ventes de produits bio dans l'ultra frais en magasin. Preuve qu'on se distingue et qu'il y a de la place pour une offre qui est assez différenciante. Après, bien sûr, il faut soutenir. Et c'est un des enjeux de la commercialisation en GMS, c'est qu'il faut mettre des moyens en animation, en dégustation, en PLV. Tout ça, on le sait, et dans le compte d'exploitation, ça pèse un peu, parce qu'évidemment, il faut soutenir ça. Enfin, dernière réponse, qui n'est pas tout à fait la réponse à ta question, mais très vite, je pense qu'on fera évoluer le mix vers la restauration collective, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, parce que naturellement, comme tu l'as dit, le produit est là, mais on a besoin d'un socle aussi solide de partenariat avec nos clients de la GMS. J'avais une question concernant les producteurs de lait, parce qu'ils sont en effet dans une situation qui est complexe, ils le savent. Vous arrivez avec un nouveau métier pour eux. Comment est-ce que vous arrivez à les convaincre que c'est le bon nouveau métier et comment vous les accompagnez? Alors je pense qu'on les convainc déjà sur la solution technique, puisque en gros pour faire 500 kg de yaourt, il nous faut moins de 2 heures de main d'œuvre par jour, grâce à la solution ultra automatisée. Donc ça déjà en termes de temps pour lui ou pour elle, voilà, ça ne lui fait pas forcément très peur. Et après, sur une partie de l'aval de ce qu'on vend, l'idée aussi, c'est bien sûr de le laisser maître de vendre ce qu'il veut par lui-même, autour de chez lui, voilà, ça, il peut faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où c'est nous qui achetons le produit et le revendons, en fait, on s'occupe aussi de la logistique et du commerce. Donc du coup, lui, à la fin, en termes de temps, ça lui prend pas beaucoup de temps. Dans les BP fermes, on a un ETP qui est compté et qui permet, lui, en fait, de le positionner vraiment en tant que chef d'entreprise, quoi. Voilà, il n'est pas dans les tâches quotidiennes d'exécution du projet. Et c'est ce qu'on a appris de la première ferme, où on était sur un modèle un peu différent, et où on laissait la commercialisation et toute la lourdeur administrative liée à la commercialisation et la complexité de la relation commerciale, qui là aussi ne s'invente pas. Donc ça, aujourd'hui, on le reprend en charge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va acheter et redistribuer 80, 90%, voire 100%, c'est l'éleveur qui choisit les volumes transformés. Et sur ces métiers-là, en fait, en ADV, où on pourra vite mutualiser finalement avec notre réseau de fermes, plutôt que d'avoir un ADV ou un demi-ADV par ferme, en fait, nous, on va reprendre le sujet pour pouvoir aussi optimiser notre main-d'œuvre au niveau du réseau. Une question sur le risque industriel. Vous décentralisez le processus. En quoi vous vous assurez que la norme qualité, les normes d'hygiène sont respectées? Alors un exemple sur la pasteurisation. Dans notre cuve de pasteurisation, on a 2 sondes de température. D'habitude, on n'en a qu'une, voire on n'en a pas du tout, chez certains fermiers. On a 2 sondes de température, les 2 sondes se causent entre elles. Quand il y a un delta T de 9 degrés, il y a une alarme qui se met en route. Enfin, voilà. Tout est sous contrôle en termes de sécurité alimentaire sur la partie pasteurisation, par exemple. Et après, on est bien sûr audité, on est en animal, hein, donc on a la DDPP qui passe régulièrement, on travaille avec les services vétérinaires de l'État, et on a ensuite un contrôle qualité sur la partie produit et sur la partie également surface, pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive dans le temps de la qualité bactériologique du produit. Et, toujours sur le pivot par rapport à la première ferme, on est donneur d'ordre. Donc d'une certaine façon, on achète le yaourt en sortie ferme, et du coup, on anime les fermes et les éleveurs sur leurs standards de qualité, avec des standards qu'on connaît et qu'on maîtrise venant de chez Danone. Donc on suit ça, parce que pour nous, évidemment, on reprend la responsabilité de la commercialisation. Je vais vous demander de vous positionner, si vous souhaitez aller de l'avant. Une toute petite question. Très très rapidement. J'en avais 2, mais du coup je vais en prendre qu'une. 3000 tonnes de plastique en moins, comment c'est calculé et d'où ça sort en fait? Vous pesez des poches d'1,2 kg et de 5 kg.
Après, vous mettez des points individuels de grands industriels. Et puis vous comparez et vous verrez qu'en termes de poids d'emballage, c'est sur combien de litres ou de tonnes de yaourt? C'est le business model modélisé sur 5 ans, sur ce que nous, on va transformer. Donc notre transformation en équivalent va valoir 3000 tonnes de plastique économisé par le gain qu'on a sur nos poches, 40% sur les petites poches pour la GMS, jusqu'à 80% pour les poches de 5 ou de 10 kilos pour la restauration collective. On va passer aux intentions d'investissement avec un tour de table. Antoine, tu as le micro, je te laisse te prononcer en premier. Moi, je vais pas poursuivre l'investissement. On est un peu loin de la thèse pure climat. C'est plutôt une conséquence de ce que vous faites. Néanmoins, je reste emballé par le business model que je trouve hyper intelligent. Donc, peut-être on peut se reparler sur d'autres sujets, mais voilà, bravo. Moi, je suis très enthousiaste sur ce projet. Il est ambitieux, donc son impact potentiel est important. Il est sur du bio, il respecte l'environnement, il est sur du local, donc ce qui a des impacts sur le transport, sur l'aménagement du territoire. Il traite un vrai problème de rémunération juste des paysans, et si on va à ce tarif, on voit bien qu'il y a de moins en moins d'exploitation laitière, donc ça répond à plein de besoins au global. Donc à titre personnel, je suis prêt à mettre un ticket, mais surtout à présenter le dossier au moins dans un, voire dans 2 fonds. Et à l'inverse, comme c'est un projet très ambitieux, il y a beaucoup de questions qui se posent derrière. Le compte de résultat, la technique, le marketing. Voilà. Donc je trouve ça prudent de travailler par levée de fonds successives. Et puis surtout, voilà, ça va supposer qu'un temps dont je ne dispose pas forcément, mais des analystes spécialisés viennent regarder dans le détail le sujet pour confirmer cet investissement. Mais bravo pour votre ambition et ça donne envie de la soutenir. Isabelle, tu évoquais un conflit d'intérêts. Est-ce que néanmoins tu peux participer à une mise en relation avec déjà, je pense que le sujet est suffisamment vaste pour que plusieurs acteurs s'y positionnent. Et moi, je crois plutôt à la coopération qu'à la compétition. Mais voilà. Et après, il y a des vrais sujets de gestion de la complexité, à la fois en termes de tarifs, prix de vente, gestion des multiréférences. Enfin, il y a plein de diables qui se cachent dans le démon de l'exécution finale. Mais c'est très ambitieux. Donc moi, je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet plus avant. Mais évidemment, je ne vais pas investir. Mais pour soutenir, avec plaisir. Ouais. Et puis, je ne vais pas redire sur l'ITA, mais il y a un vrai sujet potentiel. Ouais. Et votre angle avec des gros volumes est très intéressant, je trouve. Merci Isabelle. Et enfin Valérie. Alors, je suis évidemment très loin d'un secteur que je connais. Mais je trouve ça très smart, votre solution. Alors, à la limite, j'ai envie de passer du temps avec vous pour essayer de comprendre, parce que je sens que j'ai beaucoup de choses à apprendre de vous. Ne serait-ce que ça. Merci beaucoup. Merci. Bravo encore à tous les deux. On peut les applaudir. Je vais vous garder les micros. Hop, et j'accueille tout de suite Sylvain Ferrière pour notre dernier projet qui est Hero. Sylvain, tu es là, je te donne tout de suite un micro. La zapette. Et c'est à toi. Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et au jury aussi. Je vais commencer par vous demander de lever la main si vous vous êtes déjà posé la question. J'ai envie de faire plus pour le climat, mais je ne sais pas comment. Je ne vous vois pas bien, mais levez la main, allez-y. Ok, bonne nouvelle. Comme vous vous en doutez, vous n'êtes pas seul. Selon une étude de Pew Research, dans plus de 20 pays avec plus de 20 000 personnes, 70% des personnes interrogées pensent qu'elles vont être personnellement affectées par le changement climatique durant leur vie. Elles veulent faire plus pour le climat et elles ne savent pas comment. La bonne nouvelle, c'est que dans le monde, il y a des millions de militants du climat, des héros comme Greta Thunberg, comme Adélaïde Charrier, qui est aux UED aujourd'hui, peut-être dans la salle même, qui font un travail extraordinaire pour accélérer la mise en place des lois pour le climat, pour les citoyens, avec succès. Je vais prendre l'exemple d'Adélaïde, parce qu'elle est dans nos murs. Adélaïde était experte conseillère du vice-président de la Commission européenne, Timmermans, au moment du Green Deal européen, qui a été signé il y a quelques années. L'ambition originale du Green Deal, c'était de réduire de 40% les émissions de l'Europe à l'horizon 2030. Ils ont trouvé que c'était insuffisant. Ils ont mobilisé 300 000 personnes, 320 scientifiques, proposé des mesures concrètes et ont augmenté l'ambition à 55% de réduction. L'impact de cette mobilisation, c'est 3,5 milliards de tonnes qui ne sont pas arrivées dans l'atmosphère. L'impact est énorme. Comme vous pouvez le voir, ces militants ont un rôle crucial dans les années à venir et pourtant, dans la plupart des cas,
Et elles ne sont pas payées. C'est pour ça qu'avec mes 2 cofondateurs, dont un est ici, Mohamed, on a décidé de lancer Hero, donc l'app c'est herocircle.app, que vous pouvez aller voir là, qui permet, sur le modèle de la souscription mensuelle, donc comme sur Netflix, aux citoyens et aux entreprises de financer un revenu de base pour des groupes de militants travaillant sur une politique spécifique, par exemple moratoire sur les énergies fossiles, économie circulaire, partout dans le monde. Okay, ça c'est le modèle. En contrepartie de votre souscription, vous avez un peu d'informations sur les coulisses de l'avancée sur cette politique particulière. L'idée, c'est que vous vous sentiez comme si vous appuyiez Martin Luther King dans son ascension jusqu'au discours de I Have a Dream et les victoires législatives qu'on a suivies sur les droits civiques aux US. C'est ça l'idée de ce qu'on va faire. Donc le business model, parce que je me doute que ce sera une question, le business model est simple. On est parti du modèle de Patreon, qui est un modèle américain qui permet de financer les artistes indépendants, qui a permis de financer des millions d'artistes indépendants, et on prend tout simplement une commission sur chaque euro d'abonnement mensuel qu'on reçoit, que ce soit d'un individu ou d'une entreprise. Donc, on est très fiers... on a été censuré à 3. On est très fiers, depuis notre lancement l'année dernière, d'avoir le support de Christiana Figueres, qui est une des architectes de la COP21. On a organisé une conférence avec Greta Thunberg il y a quelques semaines à Londres, qui nous a réitéré son soutien. Et on a aussi le soutien des think tanks, parmi lesquels World Resource Institute, un des plus grands du monde. Et on est surtout très fiers 5 secondes. Oui, d'avoir reçu le soutien de plus de 1000 utilisateurs à date, 3 utilisateurs B2C, et de pouvoir financer jusque 50 militants dans le monde entier. On est là aujourd'hui car nous sommes en train de lever 350 000 € pour passer à l'échelle et financer les 10 000 prochains Greta, les 10 000 prochains Adélaïde. Merci à vous. Merci Sylvain. Allez là. Ah, voilà. Non, tu n'as pas été censuré. Est-ce que vous avez des questions ? Antoine. Merci beaucoup. Je ne vais pas surprendre grand monde en disant que moi, je suis vraiment hyper intéressé par ce que vous faites. Pour plein de raisons. Je vais juste faire une toute petite parenthèse, mais c'est important de le préciser. Ça a été prouvé aujourd'hui qu'il n'y a pas plus efficace que les activistes pour lutter contre le changement climatique. C'est plus efficace que les politiques, c'est plus efficace que le capitalisme, c'est plus efficace que les associations. Néanmoins, tout le monde est important, mais il n'y a pas plus important aujourd'hui que les activistes pour faire changer les choses rapidement. Je ne parle pas des activistes qui collent leurs mains sur le bitume, je parle de vrais activistes qui sont au contact d'instances, de politiques et qui arrivent à œuvrer au quotidien. Ma première question, c'est qu'en gros, vous faites une marketplace, vous avez besoin de mettre des heroes avec des financeurs. Est-ce que vous avez déjà des métriques d'acquisition aujourd'hui et vous savez à quel rythme vous êtes capable d'onboarder l'un ou l'autre, ce sur quoi vous vous concentrez et puis j'aurai une deuxième question juste après, mais déjà c'est là. Oui, tout à fait. Donc mon métier d'avant, c'était chez GoJob, une marketplace d'emploi. Donc on mettait en place des entreprises avec des travailleurs temporaires. Donc je connais toutes les difficultés de ça, c'est-à-dire il faut que tu matches l'offre et la demande. Aujourd'hui, on a un supply quasi illimité de groupes de militants, c'est-à-dire on a trop de demandes. On a plus de 300 demandes de militants qu'on organise par cercle, qui veulent monter sur la plateforme. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on les launch progressivement quand on a une masse critique de souscripteurs potentiels pour le faire. Le rythme qu'on a, c'est en gros, là, on est à 1000 dans les quelques 6 mois. Et ensuite, si la question, c'est quels sont les canaux d'acquisition, comment on fait sur le B2C, c'est qu'on utilise des ambassadeurs. Donc, il y a Christiana Figueres qui fait des posts, et ça permet d'avoir des champs. Il y a du contenu, parce que le contenu est génial, c'est passionnant, ce qu'ils sont en train de faire et les victoires qu'ils sont en train de faire. Et aussi, on a des partenariats avec, par exemple, des organisations qui diffusent ça dans leur newsletter. Ça, c'est l'acquisition. Et on a aussi, bien sûr, le B2B sur lequel on travaille. J'enchaîne ? Ok, j'ai une deuxième question. Alors, vas-y. Ouais. J'ai le micro, j'enchaîne. On en a parlé tout à l'heure avec un autre projet. Il y avait le principe d'être une association qui pourrait permettre notamment de défiscaliser des dons. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi ? Parce qu'en fait, finalement, ce sont des dons à des organisations. Est-ce que vous ne pourriez pas absorber en fait, tous ces dons avant de les redistribuer et permettre de défiscaliser qui pourrait accélérer encore l'engagement des militants ? Donc, c'est une très bonne question, on se l'est posée. Hein. Moi, j'ai déjà monté des associations et des entreprises et des startups, et il faut toujours être pragmatique, en tout cas dans ma vue là-dessus. Nous, il y a 2 raisons pour lesquelles on s'est mis en startup. C'est qu'un, on veut aller très vite, et du coup, pour pouvoir développer la tech, le marketing, etc., le modèle de startup avec justement des investisseurs qui sont prêts à prendre des risques sur un modèle nouveau, hein, ça n'existe pas. Pour nous, c'était important. Secondement, mettre en place toute la partie ONG, ce que j'ai fait très récemment, ça met du temps d'avoir ce qu'on appelle le rescrit fiscal, ça te fait ralentir, et c'est aujourd'hui qu'il faut y aller. Et la dernière chose aussi qui était importante en termes d'ADN de Hero, c'était vraiment d'avoir une vision de souscripteur. C'est-à-dire, un des gros mots aujourd'hui qu'il y a,
c'est que tu peux donner de l'argent à Greenpeace ou à Oxfam qui est là, hein, donc je vais pas, etc. Mais souvent, tu n'as pas la culture du retour. Alors que nous, vraiment, ce qu'on donne, c'est que tu suis Adélaïde et tu vois les victoires, tu as vraiment un service. Tu peux poser une question à Adélaïde, tu peux interagir avec elle. Donc on veut vraiment avoir cette culture de service. Ce qui ne nous empêche pas, et on est en train de travailler dessus, d'avoir des partenariats pour ce qu'on appelle du fiscal sponsorship, que tu puisses avoir en Angleterre, en France et aux US, des donations qu'on transforme en modèle. Mais nous, le cœur, le but, c'est d'aller vite. Pardon, j'ai laissé... Moi, j'ai clairement un conflit d'intérêts parce que j'ai fait partie de ton premier tour de table. Oui. Donc je connais le projet par cœur et je ne me sens pas le droit de poser des questions. La seule chose que je peux te poser, c'est quelle est la vision pour l'avenir ? Comment est-ce que tu vois à terme l'évolution de la boîte ? Donc là, on a passé la... Merci. On a passé la première année vraiment à mettre en place la machine B2C, c'est-à-dire d'avoir une plateforme où on peut avoir des utilisateurs, nos premiers utilisateurs, que ça marche, qu'on ait les premiers cercles et qu'on comprenne comment ces dynamiques marchent et ce que ça passe à l'échelle. Là maintenant, notre prochaine étape, c'est vraiment d'aller sur les prochains B2B. C'est vraiment d'avoir des grandes marques qui puissent rentrer et dire « Ok, on va transformer l'engagement des employés et on va dire on va s'abonner à un cercle sur Hero, sur la finance responsable, etc. etc. » Et donc notre challenge, c'est de réussir à embarquer des grandes boîtes. Donc je ne peux pas les donner parce qu'il y en a qui sont en cours de signature, mais une grande boîte de cosmétiques brésilienne, par exemple, ou une grande boîte de outwear californien, avec laquelle on est en discussion, de les avoir pour avoir vraiment donné la confiance au secteur de dire vous pouvez financer les militants, c'est une solution efficace, ça a un impact fou et ça va motiver vos employés et vos clients. On va passer aux intentions d'investissement. Valérie, tu as évoqué un conflit d'intérêts. Isabelle, Arnaud, Antoine, je voulais compléter. Oui, j'ai un conflit d'intérêts à soit poser des questions, soit faire des compliments. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait, parce que je suis intéressé, mais il n'en demeure pas moins qu'en tant qu'investisseur, j'ai envie de me repositionner dans ce tour de table-là. Donc c'est une discussion qu'on aura évidemment. Okay, donc une première intention, Isabelle. Moi, je trouve que, pour connaître bien Eva Sadoun, je trouve que le principe la puissance de l'influence est grandissante et souvent sous-évaluée. Donc, je trouve que l'angle d'approche sur le climat, il est génial. Merci. Après, c'est loin de mes compétences. C'est loin de mes compétences, mais je trouve que le projet est génial. Voilà. Merci. Bravo. Ouais. Merci. Alors bravo pour soutenir tout ce qui peut aider à mobiliser les gens pour le climat. En ce qui me concerne, je vais passer mon tour. Je suis plus convaincu en matière de lobbying, puisque c'est aussi de ça qu'il s'agit, des organisations, du poids des organisations, donc des ONG. Donc j'ai plus envie de mettre mon énergie au service de ça. Merci. Il faut les deux, mais je suis d'accord avec vous. Bon, alors nous, ça rentre complètement dans nos thèses en tant que club. Donc, on fera partager le dossier aux membres du Climate Club, évidemment. Encore bravo. Je le redis à tout le monde, mais financer des activistes, franchement, c'est peut-être le truc le plus utile que vous pouvez faire aujourd'hui. Faites-le avec comme vous voulez. Il y a des super associations, voilà, mais faites-le avec Hero Circle. On va regarder, on va creuser. C'est vraiment intéressant. Donc, moi, je vais me positionner aussi. Voilà. Le tour est 350 000 €, c'est ça? Voilà. Vous avez une idée de la valorisation déjà aujourd'hui? En gros, c'est pour 10% au départ. Pour 10% au départ, ok. Et je vois que vous avez déjà fait un tour de 300 000 € il y a quelques... Exactement. En général, on a plutôt l'habitude de voir des tours qui ont une croissance un peu plus rapide. Comment ça s'explique, ces deux tours de 300 000 € à quelques mois d'écart? En gros, moi, on prend le capital au fur et à mesure qu'on en a besoin. Et donc là, on a fait une première étape qui était le B2C. Et là, pour développer la première phase, c'est ça dont on a besoin, pour tenir les 12 prochains mois ensuite jusqu'à la fin de l'année prochaine et avoir ces gros wins avec ces gros comptes. Donc c'est ce qu'ils pensent. Et si ensuite, il faut qu'on fasse une levée rapide parce que ça clique, on continuera. Mais j'aime bien ne pas avoir, contrairement à ce qu'on peut penser, par exemple 1 million, et en fait j'ai la pression de l'utiliser. Là, je préfère cliquer les milestones au fur et à mesure. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Sylvain, tu repars avec 2 intentions d'investissement. Merci beaucoup. Donc les discussions vont se poursuivre. On peut l'applaudir, je te reprends le micro. Merci.
Alors, juste avant de passer au déjeuner, je sais que vous avez très faim, je rappelle juste, comme le soulignait Axel en introduction, que là, vous avez eu un aperçu, évidemment, vous l'avez compris, ça ne se passe pas réellement comme ça. Les négociations, les échanges vont se poursuivre. On a manqué de temps, même si on l'a dépassé. Mais voilà, ça vous permettait déjà de découvrir 6 projets à impact, de voir un peu dans les coulisses comment ça se passe, comment se passent les négociations. Et puis aussi, c'était important pour moi de souligner que chacune et chacun dans la salle, vous pouvez contribuer à aider ces projets en consommant, en rejoignant des communautés, en investissant, en parlant autour de vous. Donc n'hésitez pas à aider chacun de ces projets, on compte sur vous. Et merci à notre jury d'avoir joué le jeu, d'avoir été présent aujourd'hui et d'avoir contribué aussi à aider ces projets. Et bien évidemment, je vous demande une dernière fois d'applaudir les 6 projets que vous avez découverts aujourd'hui.